Il s'agit donc de la troisième partie de ces trois présentations sur la vaccination scolaire contre les VPH en 2019. À la fin de la présente présentation, on tente de répondre à des questions fréquentes qui peuvent survenir au sujet de cette vaccination contre les VPH. Les questions proviennent principalement du questions-réponses disponible sur le site du ministère et d'autres questions fréquemment posées. Donc, une première, quelle est la durée de protection de la vaccination contre les VPH? Avec les études, on a un recul d'au moins 12 ans. Même des données récentes ont montré qu'avec le vaccin quadrivalent, on était rendu à une durée de protection et une grande efficacité après 14 ans de suivi. Donc, il n'y a toujours pas de lésions associées au type de VPH qui sont inclus dans les vaccins parmi les personnes qui ont été vaccinées, particulièrement si elles ont pu être vaccinées avant le début des relations sexuelles. Les études se poursuivent pour évaluer la protection à encore plus long terme. Est-ce donc dire que la durée du vaccin n'est que de 12 ans ou 14 ans? Non, elle est au moins de cette longueur-là. Les études jusqu'à maintenant et les niveaux au niveau des anticorps montrent qu'on devrait avoir une protection à long terme. Est-ce dire donc si ma fille est vaccinée, elle n'aura pas le cancer du col de l'utérus? Effectivement, elle diminue de beaucoup son risque d'avoir un cancer du col de l'utérus si elle est vaccinée. Par contre, la vaccination ne protège pas encore contre tous les types de VPH, donc il reste important de participer aux activités de dépistage du cancer du col de l'utérus, que les jeunes filles soient vaccinées ou pas, et de suivre les recommandations en cours. Présentement, c'est le test de PAP qui est recommandé à partir de l'âge de 21 ans. Il peut être retardé si les femmes n'ont pas encore eu de relations sexuelles à l'âge de 21 ans. Alors, est-ce que le test PAP pourrait être une alternative à la vaccination? Non, ces deux interventions sont complémentaires et la vaccination a un avantage important, elle prévient la maladie, alors que le test de PAP dépiste la maladie une fois qu'elle est malheureusement présente. Donc, elle dépiste à un moment avant que ce soit, on l'espère, cancéreux et invasif. Par contre, ce test-là n'est pas parfait, il manque son coût environ une fois sur deux, d'où l'importance d'y aller régulièrement. La vaccination, de son côté, évite aussi les impacts associés aux résultats anormaux au test de dépistage. Et aussi, une fois qu'on a un résultat anormal, bien sûr, il faut avoir un traitement, un suivi. On peut même avoir des complications au niveau du col de l'utérus qui pourraient nuire à des grossesses futures. Donc, si on peut d'abord, à la base, éviter l'infection, on va ensuite éviter les lésions et évidemment les cancers. Pour l'instant, il n'y a pas de dépistage systématique reconnu pour les autres cancers associés au VPH. Est-ce qu'il est vrai de dire que nous n'avons pas la preuve que la vaccination réduit directement les cancers? C'est vrai. La vaccination vise à prévenir l'infection au VPH afin d'éviter la progression vers le cancer. Il est encore trop tôt pour avoir des données d'efficacité contre l'issue qu'est le cancer. Cela se comprend bien, puis il ne pourrait pas en être autrement. Je m'explique. Il n'aurait pas été éthique dans les études de laisser évoluer, par exemple, une femme qui a une lésion précancéreuse et de la laisser se rendre jusqu'au cancer pour être en mesure d'évaluer l'efficacité directe sur le cancer. Non, la norme de pratique dit si on a une lésion précancéreuse, on doit la traiter et donc on n'aurait pas pu laisser évoluer ces femmes jusqu'au cancer. Mais on connaît bien l'histoire naturelle de la maladie et pour se rendre au cancer, ça prend une infection qui persiste, qui développe une lésion précancéreuse et si malheureusement non dépistée et traitée à temps, évolue vers le cancer. L'autre élément, c'est qu'avec les hauts niveaux d'efficacité de la vaccination démontrés pour les précancers, les infections et les condylomes, il n'était pas non plus éthique d'attendre d'avoir la réponse précise pour le cancer avant d'instaurer un tel programme de vaccination, considérant donc que nous connaissons bien l'évolution de cette maladie et l'histoire naturelle. Est-ce que la vaccination contre les VPH, elle est sécuritaire? Oui, elle a été étudiée à travers le monde, dans plusieurs pays, depuis plus de 20 ans, puis
la vaccination VPH est implantée à grande échelle dans plusieurs pays du monde depuis plus de 10 ans. Il y a au-delà de 270 millions de doses qui ont été distribuées dans le monde. Comme avec n'importe quel médicament, la vaccination peut s'accompagner d'effets secondaires comme, entre autres pour la vaccination VPH, une douleur au moment de l'injection qui peut aussi durer quelques heures après. Bien sûr, une allergie est possible, c'est très rare et il y a donc une possibilité de contrer cette allergie-là sur place. La personne qui vaccine a le nécessaire pour intervenir. Par contre, il y a beaucoup d'allégations qui ont circulé, qui circulent au niveau de la sécurité de la vaccination VPH, mais les données scientifiques avec des méthodologies rigoureuses démontrent sa sécurité. Bien sûr, il faut distinguer ce qui arrive après la vaccination de ce qui est causé par la vaccination, parce que la vaccination n'évite pas tous les événements qui peuvent survenir dans la vie, comme une entorse de cheville ou une fracture. Bien sûr, il faut être en mesure de regarder si une maladie qu'on peut suspecter ou qu'on a observée chez des gens qui ont été vaccinés, est-ce qu'elle est plus fréquente que chez des gens non vaccinés? Donc, comme je le disais, avant l'introduction de la vaccination, il pouvait y avoir des maladies comme de la leucémie ou de l'arthrite rhumatoïde qui étaient diagnostiquées. Ça va continuer à l'être. C'est vraiment des maladies qui sont invalidantes, qui sont vraiment préoccupantes, particulièrement quand elles sont diagnostiquées, trouvées chez des jeunes. Mais la vaccination VPH n'a pas pour vertu de pouvoir réduire ces maladies-là. Donc, ce qui a été regardé, ce qui continue d'être regardé, c'est si la fréquence de ces maladies-là change entre le moment où on a mis en place la vaccination. Donc, est-ce qu'avant et après, il y a une différence? Si, par exemple, après, on voyait une augmentation, on pourrait penser que ça peut être dû au vaccin. Ensuite, il faudrait regarder, est-ce que c'est plus fréquent chez les personnes vaccinées que non vaccinées? Puis, encore mieux, si on est en mesure d'identifier un mécanisme qui explique cette association-là. Et donc, la liste des maladies répertoriées à la suite d'une vaccination peut être longue et des systèmes sont en place pour détecter des signaux d'alarme, par exemple le gros registre aux États-Unis qu'on peut lire souvent et qui s'appelle VAERS, ou notre système ici au Québec qui se nomme ESPRIT, vise justement à détecter des signaux suite à la déclaration des personnes qui ont des événements indésirables qui surviennent après la vaccination. Par contre, on ne peut pas d'emblée conclure à une causalité sur l'unique base de déclaration de maladie chez des vaccinés. Il faut, comme je le disais plus tôt, être en mesure de mettre rapidement des études en place et regarder quel est le nombre attendu ou observé chez les non-vaccinés. Par exemple, il y a eu un signal en France au niveau du syndrome de Guillain-Barré. Ça a amené d'autres études à regarder s'il y avait effectivement une association entre la vaccination VPH et le syndrome de Guillain-Barré. Les autorités en France, même l'Organisation mondiale de la santé, ont demandé des analyses supplémentaires qui ont conclu qu'il n'y avait pas d'association entre la vaccination VPH et le syndrome Guillain-Barré, dont aussi une étude réalisée ici au Québec. Est-il vrai que le Japon a suspendu sa recommandation de vaccination contre les VPH? Oui, il n'empêche pas les gens de se faire vacciner, mais il a retiré sa recommandation forte, je dirais, et donc ça fait en sorte que la couverture vaccinale, ici indiquée CV, a chuté de 70% lors des premières années à moins de 4% maintenant pour le groupe principalement ciblé par leur programme, qui étaient les filles de 13 ans. Cette décision-là a été applaudie par les groupes anti-vaccination, a laissé perplexe toute la communauté scientifique et le Japon maintient encore sa décision malgré les études qui démontrent que les allégations qui avaient amené le Japon à retirer sa recommandation n'étaient pas fondées, ne peuvent pas être reproduites dans d'autres pays et plusieurs études qui démontrent que la vaccination est sécuritaire. Il faut savoir que le Japon a un historique particulier avec la vaccination. On pourrait penser que parfois les données scientifiques ne guident pas toujours les décisions au Japon.
Malheureusement, en plus, à l'opposé, on trouve des taux très élevés de cancer du col dans ce pays, donc ce qui accroît beaucoup les différences donc, entre ce pays qui continue à avoir des hauts taux de cancer du col et les pays où il y a vaccination, où on voit déjà une baisse des précancers et probablement d'ici quelques années, entre en mesure d'observer directement l'impact sur les cancers. Si ça vous intéresse, l'histoire du Japon, je vous invite à regarder particulièrement la deuxième référence ici qui commence par l'auteur Wilson. On entend souvent aussi la question « Ma fille est trop jeune pour avoir des relations sexuelles, pourquoi le vaccin peut-il bien être recommandé à cet âge-là? » Alors ici, des éléments de réponse qui ont été proposés et qui semblaient bien fonctionner. Donc, peut-être rappeler à ce moment-là qu'on vaccine les gens avant qu'ils soient exposés à une infection. Et c'est le cas aussi pour d'autres maladies évitables par la vaccination. Et pour avoir une efficacité la plus grande possible, bien, il faut pouvoir vacciner avant le premier contact sexuel, parce que dès les premiers contacts sexuels, il peut y avoir transmission de VPH, même s'il n'y a pas, par exemple, de pénétration, juste un contact peau à peau peut être suffisant pour transmettre des VPH. L'autre élément, c'est qu'à cet âge-là, particulièrement entre 9 et 13 ans, c'est le moment où la vaccination génère les plus hauts niveaux de réponse du système immunitaire. Pourquoi vacciner les garçons? Les garçons sont aussi infectés par les VPH que les filles. Ils peuvent avoir des lésions, des complications, des infections à VPH comme le cancer de la gorge, de l'anus, du pénis et ils peuvent aussi avoir des condylomes. Au départ, les études avaient porté uniquement chez les filles, mais maintenant on a des données solides qui montrent que la vaccination VPH est efficace aussi chez les garçons pour prévenir les infections et les lésions mentionnées au deuxième picot. Même chose, la vaccination avant le début de l'activité sexuelle permet d'obtenir les meilleurs bénéfices. L'autre élément, c'est que toutes les filles ne sont pas vaccinées et la protection indirecte qui vient des filles, mais qui peut aussi aider aux garçons, elle n'est pas parfaite et aussi elle ne protège pas les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Si un parent souhaite que son enfant reçoive non pas le calendrier mixte, mais 2 doses de vaccins non avalants en milieu scolaire, eh bien, présentement, dans le cadre du programme de vaccination gratuite en 4e année, les jeunes se voient offrir une dose du vaccin non avalent et une dose du vaccin bivalent. Donc, tel qu'expliqué dans le deuxième volet des 3 présentations, ce calendrier amène une réponse immunitaire très forte contre les VPH 16 et 18, les 2 principaux responsables des cancers associés au VPH, tout en assurant une immunité contre les 7 autres types de VPH qui sont inclus dans la première dose du calendrier québécois, qui est le non-avalent. L'autre élément, c'est qu'une seule dose de vaccin semble déjà procurer une bonne protection. La deuxième dose ici avec le vaccin bivalent est un peu considérée comme un filet de sécurité, permet d'augmenter la réponse immunitaire des autres types à haut risque pour le cancer qui sont déjà inclus dans le non-avalent. Puis, bien sûr, un parent peut faire vacciner son enfant avec 2 doses de non-avalent si c'est ce qu'il souhaite auprès d'un CLSC ou d'une clinique médicale. Cependant, cette deuxième dose de non-avalent ne sera pas gratuite. Est-ce qu'il est possible d'offrir la vaccination contre les VPH avant la 3e année du secondaire? Oui, donc depuis le début du programme en 2008, toutes les filles âgées de moins de 18 ans peuvent avoir accès à la vaccination gratuitement. C'est aussi le cas maintenant depuis 2016 pour les garçons en 4e année et jusqu'à 26 ans pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Puis depuis 2018, donc, il y a aussi cette possibilité d'offrir la vaccination gratuitement en 3e secondaire, mais aussi si entre la 4e année et le secondaire 3, par exemple, un jeune débute son activité sexuelle, on n'est pas obligé d'attendre en secondaire 3 pour lui offrir. S'il se présente, on peut lui offrir gratuitement la vaccination selon les modalités qui sont prévues localement. Est-ce qu'une personne déjà adéquatement vaccinée avec le vaccin antérieur, le quadrivalent, doit recevoir aussi le vaccin non-avalent? Bien, la revaccination est sécuritaire, il y a des données qui le montrent et est permise, mais n'est pas gratuite. La protection contre les 5 autres types de VPH supplémentaires qui sont inclus au non-avalent mais qui ne sont pas dans le quadrivalent est estimée à environ 12 %.
particulièrement plus grande chez les femmes. Déjà, une dose du vaccin non-avalent, après avoir reçu antérieurement le vaccin quadrivalent ou bivalent, procure des anticorps contre les 5 souches supplémentaires. Donc, tel qu'il est indiqué dans le protocole d'immunisation du Québec, si quelqu'un a déjà reçu le vaccin quadrivalent antérieurement, il peut avoir accès au vaccin non-avalent, il doit le payer. Et déjà, une dose, ça ajoute donc soit une troisième ou une quatrième dose selon s'il avait reçu 2 doses ou 3 doses antérieurement selon son âge, va déjà procurer des anticorps contre les 5 types supplémentaires. Mais bien sûr, la compagnie recommande d'avoir le calendrier au complet, donc 2 ou 3 doses selon l'âge, qui peut amener une personne à recevoir en bout de ligne 6 doses de vaccin. Et donc, dans le programme, la revaccination, si la personne a déjà reçu ses doses de quadrivalent, n'est pas gratuite et n'est pas mise en place. Certaines questions proviennent des parents aussi sur comment parler à son enfant de la vaccination contre les VPH. Mais le parent est le mieux placé pour bien être en mesure de connaître le développement psychosexuel de son enfant, voir est-ce qu'il y a eu des discussions passées qui ouvrent la porte à peut-être débuter cette discussion sur l'activité sexuelle, la sexualité, peut-être pas, et le parent n'est pas obligé de parler de sexualité pour parler de la vaccination contre les VPH ou contre l'hépatite B s'il ne sent pas que c'est un bon moment, qu'il est soit comme parent pas prêt ou qu'il croit son enfant pas prêt non plus. On rappelle par contre bien sûr à l'enfant que c'est une vaccination qui est le plus utile à cet âge-là, qui va l'aider à prévenir des infections, des lésions qu'il pourrait contracter plus tard. Puis, pour aussi le parent, on peut lui rappeler que les études sont claires à l'effet que le fait de vacciner en 4e année n'augmente pas la précocité de l'activité sexuelle ni les relations sexuelles non protégées. Comment répondre à un parent qui hésite à faire vacciner? Le plus important, construire, préserver la confiance, écouter, bien entendre les questions et y répondre au lieu de d'emblée arriver avec un message un peu adressé de façon commune à tout le monde, mais bien adapter notre discussion en fonction des questions, des préoccupations du parent. On peut fournir des ressources, on peut aussi, si ça s'y prête et que la confiance est présente, discuter, donner des informations et démentir des informations qui sont fausses et qui sont bien démontrées dans la littérature. Puis on tente vraiment d'éviter la confrontation. Il est important aussi, avec tous les parents, de reconnaître les zones d'ombre qui demeurent. Par exemple, est-ce qu'on connaît la durée maximale de l'efficacité? Non, on est rendu à 12, même 14 ans de suivi. Les études montrent qu'on devrait avoir une protection à long terme, mais présentement, on se rend là avec les études, donc ça se poursuit. On en saura plus d'année en année, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que cette vaccination-là fonctionne à vie. On l'espère, mais on n'a pas encore de données pour le prouver. L'autre élément aussi, c'est qu'on montre que les données scientifiques permettent vraiment d'affirmer que les bénéfices surpassent les inconvénients, les risques ou ce qu'on ne connaît pas encore, par exemple, sur la durée maximale. Bien faire sentir que la décision finale revient aux parents ou à la personne elle-même, par exemple, si elle est âgée de 14 ans ou plus. On respecte le choix de la personne ou des parents et on demeure disponible pour des questions additionnelles. Puis, l'approche de l'entretien motivationnel est une stratégie démontrée efficace, particulièrement dans ces situations-là. Comment répondre à un parent qui refuse catégoriquement la vaccination? Même chose, on garde la confiance, on répond aux questions, on ne tente pas de convaincre, on garde la porte ouverte, ça peut être une discussion qui est courte, on s'inspire de l'approche de l'entretien motivationnel, puis on ouvre la porte pour une prochaine fois si le parent souhaite en discuter à nouveau. On observe que la couverture vaccinale est plus basse pour la vaccination VPH que pour la vaccination contre l'hépatite B. Pourtant, il s'agit de 2 vaccins qui se ressemblent beaucoup, qui ont un mécanisme semblable des vaccins qui sont, on appelle, recombinants. Dans les 2 cas, il y a une réponse immunitaire vraiment excellente lorsqu'on peut donner ces vaccins-là à la préadolescence. Tous les 2 protègent contre une infection transmissible sexuellement.
On est à plus de 20 ans de programmes mis en place pour l'hépatite B et maintenant 12 ans de programme pour VPH dans certains pays et nous, 11 ans de programme. Et dans les deux cas, une grande efficacité et sécurité qui ont été démontrées sur le terrain après l'implantation des programmes de vaccination. Donc, certaines personnes peuvent avoir des croyances qui amèneraient cet individu à, par exemple, faire vacciner contre l'hépatite B et pas contre les VPH, mais au niveau des données scientifiques, ces deux vaccins se ressemblent beaucoup. Donc, quelques points clés pour terminer. Les infections au VPH sont fréquentes. Elles causent malheureusement des lésions, des condylomes, des précancers et des cancers. C'est un fardeau important. Il y a plusieurs types de VPH, mais le type 16 est vraiment celui qui est le plus impliqué dans les précancers et les cancers. Ne pas oublier que le tabagisme est un cofacteur avec les VPH pour malheureusement favoriser des lésions. Les vaccins VPH sont disponibles depuis 2006 et utilisés dans plus de 100 pays. Plusieurs millions de doses ont été distribuées. Déjà, on voit un impact majeur, positif, bénéfique de la vaccination. Les gains maximaux sont atteints si la vaccination peut avoir lieu avant le début de l'activité sexuelle. Les données montrent que déjà une dose de vaccin semble procurer une protection importante. Et au Québec, le calendrier utilisé dans le milieu scolaire est le calendrier mixte, 2 doses espacées de 6 mois chez les personnes immunocompétentes. Le programme québécois de vaccination est parmi les plus étendus qui sont répertoriés. On avait débuté dès 2008 avec une gratuité extensive jusqu'à l'âge de 17 ans chez les filles. Donc, les cohortes visées par la vaccination gratuite ont maintenant 28 ans et on observe déjà une immunité de groupe. D'autres groupes qui sont aussi davantage à risque de développer des complications associées au VPH ont accès à la vaccination gratuite au Québec, dont les immunodéprimés, et je vous invite à consulter le PIC pour tous ces détails. Donc, ce vaccin a eu et a encore une importante attention médiatique. Pourtant, il s'agit d'un des vaccins les plus étudiés, tant pour la sécurité que pour son efficacité. Donc, vacciner en milieu scolaire, c'est le moment idéal. Après, il est encore utile de vacciner. Par contre, si la personne a déjà commencé son activité sexuelle, il faut que le counseling, l'information qu'on lui donne, soit adaptée et que cette personne, on doit lui dire qu'elle pourrait avoir quand même des lésions associées au VPH suite à sa vaccination, parce que si elle avait déjà une infection avant, la vaccination ne va pas venir changer le cours de cette infection ou de cette lésion qui pourrait déjà être présente. Donc, il y a certaines personnes qui ont accès à la vaccination gratuite jusqu'à l'âge de 26 ans. Pour les autres, ce n'est pas gratuit, mais il peut y avoir aussi un bénéfice à les vacciner. Est-ce que nous savons tout sur ce vaccin, les autres vaccins et les médicaments? Non. Est-ce qu'on en sait assez pour vacciner contre les VPH? Oui. Donc, en conclusion, la vaccination contre les VPH est une stratégie de prévention primaire qui est vraiment exceptionnelle au-delà des attentes. On continue également à encourager les femmes à participer aux activités de dépistage du cancer du col et tant les hommes que les femmes à adopter des comportements sexuels sécuritaires, à se faire vacciner et à ne pas fumer. Et rappelons-nous, la recommandation d'un professionnel de la santé demeure le déterminant majeur de vaccination. On peut faire la différence. Je vous remercie.